Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous, Alain Escada. Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs. Vous êtes bien connu, vous êtes le président de Civitas, qui est à la fois un mouvement et aussi qui a le statut de parti politique. En effet. Ce qui vous met peut-être à l'abri des menaces de dissolution, puisque M. Castaner l'a dit l'autre jour, en dissolvant 3 petits groupuscules, bastions, je ne sais pas quoi, qui ne faisaient de mal à personne. En effet. Vous habitez Bruxelles et la France chrétienne, la France catholique, c'est quelle est aujourd'hui votre action, vos actions devrais-je dire. Alors, nous sommes réunis pour parler de la crise, qui est une crise très profonde, une crise sociétale, et sur laquelle beaucoup s'emploient à déverser des seaux d'eau et même des tombereaux d'eau pour l'éteindre. Alors croyez-vous que la crise, que cette crise, ou plutôt que ce mouvement des Gilets jaunes, lui aussi, est condamné à expirer d'ici peu de temps? Alors, sans doute que le CRIF s'en délecterait, puisque Francis Khalifa, le président du CRIF, dans un entretien publié dans le journal Le Parisien le 18 février de cette année, a déclaré qu'il fallait trouver le moyen de faire cesser les manifestations des Gilets jaunes. C'est une espèce d'injonction, une injonction qui précédait le dîner du CRIF, donc on imagine que c'est plus qu'une injonction, c'est quasiment un ordre donné, un ordre donné au président qui, lorsqu'il est venu au dîner du CRIF, a montré à quel point il était la marionnette de ce cénacle, puisqu'on a vu Francis Khalifa lui saisir la main et l'agiter comme un docile... Non, il est venu faire amende honorable et montrer que sa bonne volonté était entière, voire totale. Oui, tout à fait. Donc bon, quand on voit qu'effectivement le CRIF demande de faire cesser les manifestations des Gilets jaunes, et que Éric Ciotti, des Républicains, le demande également, et qu'on retrouve Éric Ciotti au dîner du CRIF avec Macron. Comme l'ancien ministre Ferry, d'ailleurs, qui n'y veut pas avec le dos de la cuillère. Ces Gilets jaunes deviennent indécents, comme insupportables. bien sûr. Tout le monde. Donc on a effectivement un éventail assez large, un spectre politique qui va de la République en marche aux Républicains, en passant par toute une série de gens de la soi-disant intelligentsia, tous unis pour réclamer la fin des manifestations des Gilets jaunes. Donc on se dit que les pressions vont devenir de plus en plus fortes, et que par ailleurs les tentatives d'implosion par les infiltrations du mouvement vont également, dévoiement, vont s'additionner pour tenter de museler ou de faire dévier complètement ou de faire céder, de faire éclater. Ceci dit, je pense que la manifestation de samedi dernier, l'acte 15 en l'occurrence, je ne sais pas quand la vidéo sera regardée, mais l'acte 15 a montré que loin des mots de Castaner disant que tout cela petit à petit diminuait en mobilisation, loin des mots et des chiffres de BFM TV, on a vu que l'acte 15, au contraire, était un beau succès de mobilisation. Et donc ça signifie que toutes ces pressions, toutes ces insultes, toutes ces tentatives de faire dévier le mouvement de ses revendications originelles, eh bien, n'ont pas l'effet escompté. Et puis au contraire, les Gilets jaunes sont quand même, et c'est ça peut-être leur plus grande qualité, l'occasion de faire éclater toute une série de verrous de la pensée unique. On n'a quand même jamais autant entendu l'opinion publique pouvoir parler librement de toute une série de sujets qui vont du rôle de la franc-maçonnerie à celui des Rothschild, en passant par la haute finance apatride, le pacte de Marrakech, le pacte d'Aix-la-Chapelle. C'est peut-être que craint M. Khalifa, qui est cette liberté de la parole, et que d'un coup on fasse des découvertes qui sont en fait des évidences qui crèvent les yeux, mais qu'il ne faut surtout pas dire. Il y a des zones qui sont innommables. Tout à fait. Les zones de non-droit de la pensée. Des zones de non... Très jolie expression.
Donc on comprend mieux que M. Khalifa craigne, et puis en plus surtout c'est une occasion peut-être inespérée, c'est une aubaine pour ces gens de faire passer des lois qui musellent en amont ou en aval l'expression de l'antisionisme. C'est-à-dire en fait l'antisionisme qui est la critique de la politique de l'État d'Israël à l'égard des Palestiniens, que l'on flingue sur les frontières avec des munitions extrêmement vulnérantes et invalidantes, qui sont des horreurs à l'état pur, et surtout Israël craint beaucoup les BDS. Les BDS, vous voulez en dire un mot? C'est le boycott effectivement des produits israéliens. Bon, des produits israéliens en fait, produits en Palestine et étiquetés sous le label israélien comme les fameuses oranges de Jaffa. Sachant qu'il n'y a jamais eu de plantation d'oranges à Jaffa. C'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui on en est à imposer une chape de plomb sur un débat qui est élémentaire, enfin le boycott de produits... Mais en ce domaine, à mon avis, rien n'est élémentaire. Non, aujourd'hui, plus rien n'est élémentaire, et il faut se souvenir de cette initiative d'Anne Hidalgo, c'était Tel Aviv-sur-Seine. Vous vous souvenez, lorsque Paris-Plage était remplacé par la thématique Tel Aviv-sur-Seine, et où donc le BDS avait tenté de mener une action de manifestation, et où la LDJ servait de milice supplétive aux forces de l'ordre. Alors, puisque vous parlez de LDJ, ne croyez-vous pas, la Ligue de défense juive, que parmi les supplétifs de la répression anti-gilets jaunes, on a vu les fameux Black Blocs, que personne n'arrête jamais. Absolument. Alors je ne parle pas des racailles de banlieue qui sont des pillards, des casseurs professionnels, qui viennent se défouler et prendre quelques sacs Vuitton, s'ils le peuvent. Mais on a pensé que la LDJ aussi prêtait, le cas échéant, main forte à ces policiers de la BAC, qui n'ont rien à voir aux forces habituelles du maintien de l'ordre, à savoir les compagnies républicaines de sécurité et les gardes mobiles, qui eux sont des gendarmes et dépendent de l'armée. Et donc ces gens de là-bas qu'on voit habillés de bric et de broc, avec des bonnets de ski, des jeans cradoc, des baskets, qui n'ont pas honte d'ailleurs d'incarner l'ordre républicain. Les forces de maintien de l'ordre, ils pourraient avoir un blouson noir, tous, enfin avoir quelque chose d'un petit peu qui ressemble de près ou de loin à un uniforme. Non, non, pas du tout. Donc comment faire le tri entre les Black Blocs, ces flics étranges, on a vu que certains d'ailleurs portaient des marteaux. Portaient des marteaux. Et bon, on peut dire que, parce que ça a été l'un des commentaires fréquemment vus sous ces images par les bien-pensants, c'était de dire, bon, bah, un policier a peut-être ramassé un marteau. Enfin, non, mais on va dire qu'on ne ramasse pas un marteau tous les samedis. Et là, ça tous les 5 mètres. Quand même. Il y en avait plusieurs, on voyait plusieurs marteaux dépassant de la ceinture de... Oui, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a toujours une espèce de bien-pensance qui va tenter de trouver des prétextes, des excuses aux forces de l'ordre qui refusent de voir que là, on a transformé la police en police politique, et que cette une certaine politique, partie de la police, la police judiciaire en police politique. D'où sortent ces gens? Où vont-ils? Sont des collègues, alors on va pousser des cris d'orfraie, de ceux qui avaient entraîné une Australienne. Quels enfants, il faut quand même le faire. Le siège même, le siège central de la police judiciaire, pour partouzer ou la violer, que sais-je. Ils ont quand même pris 7 ans de prison, donc ça ne devait pas être de saints innocents. Ce qui montre bien qu'il y a quand même parmi nos forces de l'ordre... Il y a une tradition de barbouzerie. Il y a à la fois une tradition de barbouzerie, et il y a quand même un malaise, un mal-être. Il y a aussi des dérives. Quand on parle de flics ripoux, c'est pas tout à fait une légende. Non, c'est évident. Et puis on voit bien, à l'issue de certaines manifestations, moi j'ai le souvenir des manifestations que nous menions contre la loi Taubira, où en fin de manifestation, alors que nous étions contre le mariage pour tous, contre le mariage pour tous, contre le mariage homosexuel, disons-nous, le mariage dénaturé, on voyait à l'issue des manifestations, alors que nous étions dans les clous, que nous étions encore dans les horaires pour lesquels nous avions autorisation tamponnée de la préfecture de manifester,
surgissaient des gars qui avaient l'air de racailles, vraiment, Oui. Et qui d'un seul coup sortaient de leur poche des brassards de police, encerclaient des petits groupes de manifestants et les interpellaient. Et lorsqu'on s'adressait à nos officiers traitants de la manifestation, on nous disait, ben oui, ils viennent de recevoir des ordres, il faut qu'à l'issue de la manifestation, il y ait un communiqué pour dire qu'il y a eu arrestation durant cette manifestation. Donc on est vraiment... Bon, on sent que tout ça est totalement manipulé. Et ce n'est pas neuf. Alors, puisque vous parliez du 15e chapitre, épisode, acte des Gilets jaunes, Clermont-Ferrand, qui est une ville habituellement calme, a été le théâtre d'incidents particulièrement violents, aux abords, non pas de la préfecture, mais du palais de justice. Pensez-vous que cette affaire a été montée, pour une fois de plus, comme il était difficile de réitérer ce type d'incident à Paris ou ailleurs, il faut bien que ça tourne aussi, qu'on ait provoqué ces incidents à Clermont-Ferrand pour une fois faire une piqûre de rappel et dire une fois de plus que les Gilets jaunes étaient des violents ou habités ou noyautés par les violents et qu'il fallait interdire ces violences totalement intolérables. Moi, je pense que c'est une évidence que depuis plusieurs semaines, on assiste à une multitude de montages, d'opérations de manipulation en tout domaine. Ça va de manipulation, de casseurs infiltrés dans les actions des Gilets jaunes, jusqu'à évidemment toute une série d'opérations visant à faire croire qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France, et tout ça est concomitant, puisque tout ça vise à la fois à dresser une série de lois liberticides visant à nous museler de plus en plus, et à faire passer tout opposant. On peut même dire des lois scélérates. Oui, des lois scélérates, puisqu'on n'aura plus le droit. Déjà, il y a des lois qui interdisent de parler de certaines communautés, mais maintenant, on ne pourra plus critiquer la politique. Interdisent de pouvoir de porter un regard moral ou non moral, et d'ailleurs pourquoi pas moral, sur la politique de tel ou tel État à travers le monde. Pourtant, si on voit bien notre intelligentsia, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, ne s'est pas privé de traîner le président américain Trump dans la boue avant son élection, après son élection, ça s'est un petit peu calmé, mais on a tout entendu. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les ordures, il faut bien dire, qui ont été déversées par l'agent journalistique, tombent sous le coup de la loi. Ça s'appelle insulte à chef d'État étranger. Si les Américains, si l'administration américaine avait été outillée pour, elle pouvait traîner en justice un certain nombre de nos libres penseurs et en tout cas libres insulteurs. Je vais souligner peut-être un autre exemple de cette hypocrisie, c'est que le 14 février, si ma mémoire est bonne, il y a eu publication d'un rapport d'experts de l'ONU, et Dieu sait que je n'accorde pas beaucoup d'estime à l'ONU, mais pour le coup un rapport d'experts de l'ONU sur les dérives de la France dans la gestion des manifestations des Gilets jaunes. Et ce rapport d'experts de l'ONU mettait en exergue l'abus de violence contre les Gilets jaunes et l'abus d'autorité visant à discréditer les Gilets jaunes. Or, ce rapport d'experts de l'ONU, à mon avis, il n'y a pas 1% des Français qui en ont entendu parler. Mais si un tel rapport avait été publié sur la Russie de Vladimir Poutine, sur la Syrie de Bachar el-Assad ou ce genre d'État, on en aurait entendu parler matin, midi et soir pendant une semaine. Mais voilà, il y a véritablement dans la sélection des informations une volonté manifeste de dire il y a les mauvais États, ceux-là on peut les traîner dans la boue et quoi qu'ils fassent de bon, on occultera ce qu'ils font de bon et on manipulera toutes les informations pour que tout ce qu'on entendra à leur sujet soit l'occasion de les faire passer pour des diables incarnés. Et puis d'autre part, il y a les États dits démocratiques
dont en fait on ne retiendra aucun des vices. Au pur, tout est voilà. pur. Tout à fait. Tout à fait. Alors, notons que en 2005, lorsqu'il y a eu l'enflammement des banlieues, il y a eu des répressions assez sévères, mais on n'a jamais parlé d'un blessé, d'un œil éclé, d'une main arrachée, jamais. On n'a jamais vu un tel déploiement de force. Alors, jamais en 2005, il y a des fusils de chasse, oui. des armes à feu, Oui, tout à fait. qui ont été utilisés contre les forces de l'ordre. Absolument. Donc c'était Et c'est là qu'on est en droit assez... d'en appeler aux forces de l'ordre à faire preuve de lucidité. Lorsqu'ils sont mis en danger par des gens qui ont un comportement d'ennemis de la France, l'État ne leur donne pas ni le droit ni les ordres de se défendre. Et puis ici, lorsqu'on les met devant des Français qui sont simplement en train de défendre les intérêts du peuple, du pays réel, on leur donne l'ordre de les maltraiter, c'est une réaction, et ils exécutent lâchement. Et c'est là qu'ils doivent se réveiller. C'est une réaction auto-immune. Les éléments de défense de l'organisme, le système immunitaire, se retourne contre l'organisme lui-même. Alors que tout le monde pleurniche parce qu'il y a des bagnoles qui brûlent ou des poubelles dans les rues, mais ça fait 40 ans que les bagnoles brûlent, que ce soit au Nouvel An ou à l'occasion de telle ou telle fête, et d'ailleurs ça va crescendo. Personne ne s'est jamais plaint du millier de bagnoles qui brûlent à peu près. Cette année, vous savez que le ministère de l'Intérieur a tué les statistiques dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Ou quand les Black Blocs, les Antifa déferlaient sur Nantes et sur d'autres villes, je ne sais plus si c'est La Rochelle, au moment de l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, là aussi il n'y avait quasiment pas d'arrestation, on laissait faire, on laissait dévaster, et personne ne pleurnichait. Tandis que là on a l'impression que parce que les Gilets jaunes défilent le samedi, le moteur économique de la France va s'arrêter, les commerçants vont faire faillite. Non, mais les grandes surfaces, elles restent ouvertes. Voilà. Encore une fois, on voit bien dans tous ces domaines cette hypocrisie générale, parce que, une fois de plus... Je trouvais un mot plus fort qu'hypocrisie. Les médias menteurs sont là en permanence pour se faire les porte-voix des intérêts de la haute finance, des multinationales, des supermarchés, mais à aucun moment ils ne vont aller tendre un micro à l'artisan, au paysan, au petit commerçant, qui lui est en train d'avoir pendant 14 heures, M. Macron l'a fait au concours agricole, ce qui s'appelait autrefois le concours agricole, Salon international de l'agriculture, pendant 14 heures, mais qui était fermé au public. Alors, qui étaient les figurants qui étaient autour de lui, qui l'embrassaient, qui pleurait dans ses bras, et lui qui passe les mains dans le dos, je vous aime, je vous... D'ailleurs, on ne voit pas le visage, là, on voit un homme s'effondrer dans les bras de Macron. C'est un acteur, c'est un intermittent du spectacle. Voilà, on est quand même en droit de se demander si tout ça est une pièce de théâtre de et tout le monde est bien poli, alors qu'on sait que M. Hollande s'était fait insulter, ne parlons pas de M. Sarkozy. Ça, c'est quand même le fait peut-être le plus révélateur. On n'a pas vu une seule image d'un moment où il n'y a pas un point plus haut que l'autre, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Ça ne s'est jamais passé. Et 14 ans, mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? On prend vraiment les Français pour beaucoup plus cool qu'ils ne sont. Pardonnez-moi pour le mot, mais je crois qu'on n'en est plus à ça près. Non, mais une fois de plus, les montages s'accumulent, les manipulations s'accumulent. Croyez-vous que les Français, à part les 50 000 gilets jaunes, et les chiffres sont en train de remonter, nonobstant les trucages du ministère de l'Intérieur, qui en général divisent, c'est comme les commerçants qui font la culbute une fois, deux fois, trois fois, le ministère de l'Intérieur fait la culbute une fois, deux fois, trois fois à l'envers. D'ailleurs, ils arriveront bientôt à nous dire qu'il n'y a plus que 100 manifestants dans les rues, parce que à force de nous dire qu'il en perd 10 000 de samedi en samedi, bientôt à chaque samedi, on a le même scénario. On nous dit à telle heure, il y a 20 000 manifestants dans toute la France, mais quand on a les chiffres ville par ville, on dépasse déjà les 20 000, donc on voit bien qu'on nous prend pour des idiots. Alors jusqu'où peut-on prendre les Français pour des idiots, sachant quand même que les Français s'informent très peu,
sont sous-informés, se désintéressent. Les Français sont quand même devenus des idiots au sens antique du terme, c'est-à-dire s'occupant de leurs affaires privées exclusivement, et des idiots bien utiles. Bon, il faut être prudent dans cette analyse. Je pense que d'une part, il y a effectivement de plus en plus de Français qui sont défiants à l'égard des médias dominants et qui cessent de regarder toute cette télévision du système. Oui, mais ça n'en fait pas désinformer pour autant. Voilà, exactement. Et puis d'autre part, il y a quand même encore, hélas, une proportion non négligeable de Français qui ne sont pas des mauvais Français, mais qui continuent à être abreuvés par la télé-réalité, les jeux, la téléboutique, et donc qui n'ont d'autre son de cloche que celui des médias dominants. Il ne faut pas oublier qu'en France, parce qu'on parle de la France d'en bas, mais c'est pas la France d'en bas qui se mobilise sur les ronds-points ou dans les avenues des villes. La France d'en bas, il y a 53% de foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôts. Donc ils sont finalement moins concernés, de même qu'il faut noter que les banlieues sont étrangement calmes, étrangement sages, et que cette troisième France, appelons-la la troisième France, France d'en haut, France d'en bas, et la troisième France de la périphérie des grandes villes, de la périphérie du non-France quand même, se tient coite. Et pourquoi y a-t-il une explication a-t-on monnayé leur calme en promettant aux dealers qu'on laisserait prospérer leur commerce, puisqu'on n'est pas très loin de la libéralisation du hashish, qui on sait est une véritable drogue avec des effets, psychotropes puissants et négatifs. En tout cas, et je termine là-dessus, où leur a-t-on laissé miroiter qu'on laisserait rentrer les familles et un certain nombre d'enfants égarés de Daesh, de l'État islamique, puisqu'il est question, d'ailleurs ce sont les Américains qui nous les rapatrieront. Cela fait débat, vous le savez, en Allemagne. Il n'y a qu'en France où on accepte de reprendre des gens qui sont, malgré tout, qui ont du sang sur les mains. On croit qu'on va les réhabiliter. Alors bon, deux aspects de notre question. Il y a d'une part, effectivement, la banlieue. Là, laisse-t-on du coup faire les trafics qui dominent habituellement son activité, qui rythment son activité para-économique. En tout cas, lorsque l'on met tout le dispositif policier dont on dispose pour contrer les gilets jaunes, ça veut dire que ça fait 15 samedis qu'effectivement, dans les banlieues, on doit pouvoir trafiquer tranquille. Donc ça c'est une certitude. Le chat d'or, les souris dansent. Absolument. Alors après, au niveau de Daesh, de l'État islamique, évidemment, on a un long passé de tractation avec les groupements terroristes. Absolument, et puis de nouveau, ça nous rappelle aussi que Israël a de drôles de relations à ce niveau-là. Oui, elle en a exfiltré elle en a soigné dans ses hôpitaux. Dans ses hôpitaux, elle en a exfiltré plus de 600, on avait dit 300, mais c'était 600, quand telle ville était au bord de tomber. Comme dit le populaire, on nous dit rien, on nous cache tout. Et puis là, quand même, on nous fait passer le gilet jaune moyen pour un criminel en puissance, un dangereux individu, et puis en même temps, on nous fait pleurer sur la réinsertion potentielle de gens qui ont été en Syrie. Et les enfants qui ne peuvent rien, mais on leur a montré, parfois on leur apprend comment égorger des villages de 4 ans. Je veux bien, on a réhabilité des enfants soldats en Afrique. Mais ils ont fait du bon boulot, dirait Laurent Fabius. Oui, Laurent Fabius fait du bon boulot. Qui était jusqu'à présent, jusqu'à ce que M. Juppé le remplace peut-être, président du Conseil constitutionnel. Voilà. Ça aussi, ce Conseil constitutionnel qui devient le placard doré, la rente pour tous les hommes politiques qui cessent leurs activités en assemblée parlementaire. Au rencard, ils pourront continuer à vivre largement et à décupler aussi leur pouvoir de nuisance. Oui, bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Alors, quel avenir au mouvement des Gilets jaunes? Vont-ils parvenir à l'éteindre, à éteindre l'incendie, à contenir le fleuve qui est sorti de son lit? Assiste-t-on à une révolte qui sera sans lendemain, ou peut-on déboucher véritablement sur une révolution sociétale? Je veux dire que je ne pense pas, je suis peut-être sévère en cela, mais je ne pense pas qu'en soi, les Gilets jaunes soient une fin, ils sont un moyen. C'est-à-dire que je ne pense pas que les Gilets jaunes vont faire tomber le régime, mais ils vont être un moyen de faire bouger les pions sur l'échiquier. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà très satisfaisant. Vous pensez que je serais moins satisfait que vous dans le mesure de bouger les pions? On va saupoudrer, faire quelques réformettes. Au fond, c'est ce que demandent les syndicats. C'est ce qu'ont toujours demandé la CGT, la CGT. Je ne pensais pas à ça, je vous avoue. Je pensais plutôt à faire bouger les pions au niveau des thématiques que l'on peut aujourd'hui librement aborder. Vous parlez dans la liberté de parole et d'expression. Voilà. Je pense que on va desserrer les taux. C'est-à-dire que c'est paradoxal. Je pense qu'en même temps, l'État va se montrer de plus en plus dictatorial, va limiter de plus en plus nos droits à aborder certains sujets, mais avec l'effet naturellement inverse au sein de l'opinion publique, c'est-à-dire que de la même façon que plus on nous parle matin, midi et soir de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, plus il y a saturation. Et bien de la même façon, plus on nous dit « vous ne pouvez pas parler de tel et tel sujet », plus au sein de l'opinion publique, même de façon souterraine, eh bien, il y aura ce débat lors des dîners de famille, des conversations entre collègues, des conversations entre étudiants, entre lycéens, etc. Et c'est là que, eh bien, exactement comme sous l'Union soviétique, une dissidence va de plus en plus peser de façon souterraine, même si on en envoie toute une série dans les nouveaux goulags, dans les goulags des temps modernes, eh bien, il y aura quand même petit à petit toute une série de verrous qui vont sauter au sein de l'opinion publique. C'est en tout cas ce que j'espère. Je suis frappé de voir à quel point quand même il y a un raidissement dans les positions, qui deviennent aussi des positions défensives de la part des tenants du système, de la doxa dominante, c'est-à-dire du politiquement correct et autres. J'entendais dimanche matin M. Ouaknin, ce sont les émissions religieuses sur France Culture, qui nous a fait une émission qui n'était pas religieuse, qui était entièrement politique, pour nous démonter de A à Z la petite et moyenne entreprise ou la grosse entreprise Le Pen, qui était entièrement consacrée à cela. Entièrement. À 11h, rebelote, là c'était sur M. Finkielkraut et la manifestation du mardi précédent. Un drame terrible, faut-il dire, qui va marquer l'histoire politique du XXe siècle. J'étais assez stupéfait d'entendre de la part d'une intervenante, membre de la communauté sans doute, on peut le supposer, qui était Place de la République, qui nous dit « mais finalement c'est faux, on était très peu nombreux oui. ». Alors que quand on regarde les images, dans l'œil de la caméra, on a l'impression d'une foule dense, importante, imposante. Et là, ça veut dire que il y a quand même un effilochage réel des positions à la fois morales, des positions idéologiques de gens. Il y a eu des statistiques qui ont été faites aux États-Unis, au Canada, sur ceux qui savaient exactement ce qu'était la Shoah. Et les résultats sont, pour eux, de leur point de vue, sont réellement consternants. Comme vous dites, à force de damer le sol, de l'écraser, de nous marteler tous les jours la même chose, ça finit par glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. De la même façon qu'il y a eu une étude européenne réalisée donc pays par pays pour savoir si l'antisémitisme était un problème, et on est stupéfait des résultats. C'est-à-dire qu'il y a dans plusieurs pays de l'Union européenne près de 40% des populations locales qui considèrent que l'antisémitisme n'est pas un problème. Donc c'est dire que malgré tout ce matraquage, eh bien, et peut-être à cause de ce matraquage, il y a véritablement l'effet inverse à celui escompté. Et quand je vois que par exemple
le rapport sur l'état de l'antisémitisme en France, qui nous dit qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France. C'est faux quand on voit que ce rapport se base sur les travaux du service de protection de la communauté juive, c'est-à-dire sur un organisme créé par le CRIF, présidé par Éric de Rothschild, et que donc le ministère de l'Intérieur délègue au CRIF, c'est-à-dire à une officine du CRIF, le soin de comptabiliser et d'ensuite émettre le rapport sur l'état de l'antisémitisme en France, je me dis quand même qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur l'ampleur de la manipulation. Pour le moins. Permanente, ce qui nous permet de nous culpabiliser, c'est une forme de terrorisme intellectuel, mais le terrorisme intellectuel est du terrorisme. Tout à fait. Puisqu'on nous empêche de respirer. Alors, les Gilets jaunes nous disent, au moins, vous pensez que sur ce plan permettrait de nous dégager un peu les bronches, qu'on respirerait un peu mieux, parce que le terrorisme intellectuel pourrait, le cas échéant, reculer. Sauf s'il y a ces fameuses lois liberticides, lois scélérates, qui font de certaines opinions des délits, oui, comme si une opinion pouvait être un délit. Sinon, ça s'appelle du délit d'opinion, que je sache. Hein, c'est... Interdiction de penser, crime contre la pensée de George Orwell. Ça me fait surtout terriblement penser à Solzhenitsyn, ce dissident qui, enfin autorisé à pouvoir quitter l'Union soviétique, découvre l'Occident de ses propres yeux, et puis, si ma mémoire est bonne, lors de son discours à Harvard, finit par dénoncer le totalitarisme démocratique qu'il constate en Occident. Il s'aperçoit qu'il a quitté un totalitarisme pour mettre les pieds dans un Occident dit libre, mais qui est à son tour déjà totalitaire. Le goulag mou. Voilà. Le goulag mou de la pensée obligatoire. Or, apparemment, de la non-pensée obligatoire. Quand on voit tous ces dispositifs se mettre les uns après les autres en place, toute cette promesse de Macron devant le CRIF pour de nouvelles lois liberticides, on se dit qu'effectivement, ce totalitarisme démocratique, il n'a cessé de croître depuis que Solzhenitsyn en a parlé. Jusqu'où ira-t-il? Je mettais mes espoirs dans les Gilets jaunes en disant qu'on pouvait avoir véritablement une révolution, entre guillemets, une petite révolution ou une esquisse de révolution avec le départ, la démission de M. Macron, et qu'on rebattrait les cartes en allant vers une démocratie qui serait une démocratie plus intégrale, si tant est que ça puisse exister, en introduisant des éléments comme le RIC, par exemple, en disant pas que c'est la panacée, hein, loin de là, mais il y a un certain nombre de mécanismes qui permettraient, et puis surtout, il faudrait réexaminer ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, notre participation à l'Union européenne, qui est une forme aussi de construction d'union soviétique voulue par la CIA et modernisée, dans laquelle on le voit bien avec le Brexit, dont il est interdit de sortir. Oui, absolument. Sauf comme quand les Hongrois, alors on ne nous envoie pas les chars, on n'envoie pas les chars au Royaume-Uni, mais on envoie les grosses batteries, l'artillerie de la pensée, de l'anti-pensée. Mais bon, je pense que les Gilets jaunes, à ce niveau-là, ne parviendront véritablement à peser sur l'avenir politique que s'ils se libèrent de leurs réflexes républicains et européistes. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne peut restaurer la France qu'en pointant du doigt deux ennemis, deux adversaires, la République et l'européisme, étape du mondialisme. Et il faut à la fois flinguer l'un et l'autre. Il faut être en mesure de se libérer de ces carcans et désigner tous les vices de ces éléments-là. La République, qui en fait, depuis 1789,
n'a jamais agi que contre le peuple, que contre les Français, contrairement à ce qu'on nous enseigne à l'école. Et puis d'autre part, l'Europe, l'Union européenne, les institutions européennes montraient à quel point elles ne sont jamais que des institutions qui servent des intérêts étrangers à l'Europe, étrangers au continent européen. Des intérêts supranationaux qui tombent. Alors bien sûr, on sait que le grand mal, le mal absolu, c'est le souverainisme. J'entendais M. Ferry, ancien ministre, nous le dire à la télévision. C'est la nation, il faut détruire la nation, mais pour se fondre dans quoi? J'ai moi-même dirigé un ouvrage collectif que je recommande qui s'appelait en 2009 ou 2008, il est paru en 2008, Manifeste pour une Europe des peuples. L'Europe existe, Charlemagne l'avait faite. Oui, bien sûr. Napoléon a essayé de la faire, et puis un certain chancelier allemand a aussi essayé de la faire, mais ça s'est mal terminé, très mal terminé. Mais donc l'Europe existe, il y avait une cohérence, une homogénéité culturelle, historique, confessionnelle, religieuse au moins jusqu'à la Réforme. Reconstituer cet esprit européen, faire cette puissance avec des peuples qui défendent, qui aient la capacité de défendre souverainement leurs intérêts spécifiques. D'ailleurs, c'est la tendance de M. Trump. America First, il faut défendre les intérêts de l'ouvrier américain. C'est bien ce qu'on lui reproche. Alors l'Europe vestibule de la mondialisation, oui. Donc oui, il faudrait sortir de tous les traités multilatéraux, aussi bien même peut-être de l'OMS, de l'OTAN, de l'Union européenne. Tous les traités très transatlantiques, etc. Enfin, bon. Du TAFTA qui va liquider notre agriculture. On va bouffer du poulet, du poulet au chlore, du bœuf aux hormones. On imagine qu'on a tellement manipulé l'opinion publique que quantité de nos paysans sont convaincus qu'il faut rester dans l'Union européenne pour avoir leur aide qui les maintient hors de... Mais ça ne sont pas des paysans, ce sont des agriculteurs. Oui, mais en attendant, il faut quand même marteler, là encore, que la France donne plus à la PAC, la politique d'agriculture commune, que l'Europe n'en restitue aux paysans français. Donc, s'il y avait un Frexit, si nous quittions l'Union européenne, le budget qui pourrait être alloué directement aux intérêts des petits paysans français serait bien plus important qu'aujourd'hui. Et c'est quand même, de nouveau, si l'on veut se soucier de l'intérêt du pays réel, c'est vers là qu'il faut aller et c'est cela qu'il faut démontrer. Alors M. Macron s'est bien gardé d'évoquer cette question et tous ceux qui étaient autour de lui samedi au Salon international de l'agriculture, puisque ce n'est plus le concours agricole, de dire que les subventions européennes sont devenues une industrie. C'est une industrie chez les agro-businessmen, je ne sais pas comment on les nomme, c'est devenu véritablement une part importante de leur activité. Comment récolter les subventions. Donc on voit bien qu'on marche sur la tête. Tout à fait. Alors les Gilets jaunes ont déblayé un peu le terrain. Moi personnellement, j'espère et je souhaite que le mouvement se prolonge, rebondisse, qu'on aille véritablement, non pas vers une révolution ou une situation pré-révolutionnaire, mais qu'un grand coup de pied soit donné dans la fourmilière, pour faire sortir aussi tous les cloportes qui vivent au crochet de la France profonde, parce qu'à travers la fiscalité, ce sont tous ces gens qui s'engraissent. Les fabricants d'éoliennes s'engraissent, ou les implanteurs d'éoliennes, puisque ce sont les industries allemandes qui vendent les turbines, c'est Siemens. Les médias subventionnés, tous ces gens, puisque c'est EDF qui rachète à prix d'or le kilowatt-heure produit par les éoliennes, et au détriment à la fois, et en fin de course, c'est toujours le Pékin de consommateur, le cochon de payant qui finance tout cela, et toutes les dérives, et tous les enrichissements indus.
Ne parlons pas des escroqueries à la taxe carbone. Tout à fait. Mais en vérité, la liste est très longue des économies que l'on pourrait très facilement faire sur les dépenses publiques. La liste est impressionnante. Quand on songe, centaines de milliards. Bien sûr. Quand on songe que la Cour des comptes estimait que les subventions allouées aux médias sont dans une fourchette qui peut aller peu ou prou jusqu'à 2 milliards d'euros par an. Bon, ben, si on est... L'État finance le journal Le Monde, mais finance le journal L'Humanité. Mais il accorde aussi toute une série d'aides indirectes à la télévision, aux radios. En décembre 2018, il y avait eu des cadeaux fiscaux faits aux plus importantes chaînes de télévision et de radio pour plusieurs centaines de millions d'euros. On est vraiment dans une accumulation de dépenses de l'État pour des profiteurs, des parasites, mais au détriment nécessairement du pays réel, des Français il faut bien que l'argent sorte de quelque part, voilà, et de la poche de quelqu'un. Tout à fait. Mais donc, les économies, elles sont réalisables, elles sont possibles. La liste est longue. Combien coûte l'immigration? Personne ne connaît le chiffre. En tout cas, et on va dire, l'immigration, ça coûte 100 milliards certainement. 3-4 milliards, mais on oublie les coûts induits pour la sécurité, l'administration pénitentiaire, pour les dégradations dans les écoles, pour les... Alain Escada, nous allons nous acheminer vers une conclusion qui sera plutôt une non-conclusion. Je rappelle que vous êtes le président de Civitas, et également Civitas en tant que mouvement militant pour un retour à la tradition au bon sens, militant du bon sens, militant chrétien aussi, et bien sûr, et a fortiori. Vous avez le statut de parti politique, donc vous êtes peut-être à l'abri d'une dissolution dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Encore que, on ne sait jamais. Alors, des mesures d'exception. Que dire pour ne pas conclure sur ce mouvement des Gilets jaunes qui a porté quelque chose ces 5 derniers mois, qui a suscité un espoir que beaucoup s'emploient à éteindre, à souffler et éradiquer comme on souffle une bougie, mais il me semble que le mal, c'est-à-dire la prise de conscience suscitée par les Gilets jaunes, la prise de conscience même des Gilets jaunes est extrêmement profonde, et que même si demain matin on ne voit plus de Gilets jaunes dans la rue, il en restera quelque chose, une trace profonde, et plus qu'une trace, peut-être que tout ne sera plus tout à fait comme avant. C'est ce que j'espère, et en tout cas, je les appelle vraiment avec sincérité à ne pas s'auto-censurer, à se libérer donc des carcans intellectuels et politiques liés à la République et à l'européisme, à se prémunir de toutes les volontés de les attirer par toutes sortes d'intérêts financiers, de promesses de mandats politiques, etc. Toute forme de corruption. Oui. Garder ce combat, l'âme de ce combat. Et puis peut-être quand même, en mot de conclusion, j'aimerais inviter vos téléspectateurs à venir vous retrouver à la Fête du Pays Réel, où vous dédicacerez le 30 mars à Rungis vos différents ouvrages. Notamment celui-ci, ouais. Mais tous les livres qui ont trait à cette crise profonde, c'est pas une crise profonde, à la réalité de la démocratie, la guerre civile froide, aux éditions Le Retour aux sources, et également aux éditions Contre-culture, l'imposture macronienne, la déconstruction de l'État souverain, et 1968-2018, une étude, une analyse comparée de ce bal du diable, c'est mon expression, qui s'est ouvert en 1968, et que j'espère se refermera avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette économie mondialisée, ce mondialisme dévorant, délétère, mortifère, que M. Macron lui-même, dans son discours du 10 décembre, les commentateurs ont glissé sur ce propos, avait annoncé comme devant peut-être ne pas durer éternellement. Alors,
gageons cela. Voilà, en tout cas, le 30 mars, les Gilets jaunes pourront trouver à la fête du PRL de quoi nourrir leur intelligence et se fortifier dans le bon combat. Et également s'armer, trouver des outils conceptuels, trouver les mots pour exprimer au-delà des fins de mois difficiles, au-delà de la pression, du harcèlement fiscal, au-delà des questions de niveau de vie, ou le panier de la ménagère, trouver les instruments encore une fois, et les mots qui leur permettront de structurer, d'organiser leur combat, qui est un combat, vous l'avez bien dit et je le souligne, un combat pour desserrer le carcan, l'étau, faire briser l'étau de la pensée politiquement correcte, qui nous interdit tendanciellement de penser, de réfléchir, d'exercer d'exercer le libre exercice de la pensée critique. Tout à fait. Ou de la raison critique. Merci beaucoup, Alain Escada. Merci encore. Et on se dit à très bientôt. Bah, je l'espère. Voilà.